Amis de litiges et d'ailleurs, dans une ville comme la nôtre, où la gouvernance est dirigée et devenue complexe, aujourd'hui, nous verrons ensemble les stratégies qui sont employées lorsque nous sommes dirigeants d'une institution de renom telle que Litige. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous accueillons notre très cher DG. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Moi aussi, ça va. Je suis très contente de vous accueillir dans cet espace podcast Café Culture aujourd'hui. Je suis assez surprise d'avoir été invitée, mais aussi heureuse d'être parmi vous. Ah, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous avons un thème quand même parce que nous savons que dans notre ville, diriger dans une grande institution est devenu assez complexe pour prendre aussi des décisions parfois parce que nous savons que beaucoup de choses ont été perturbées. Il a été difficile de prendre des lourdes décisions. Il a fallu faire des choix. Alors aujourd'hui, nous aimerions quand même savoir qu'est-ce que ça a fait, d'abord avant d'aller dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça a fait de diriger une institution comme Litige? Ça fait chaud. Oui, diriger une institution comme Litige dans le contexte de Goma, c'est assez complexe. Assez aussi difficile parce que ce n'est pas des haricots que nous sommes en train de gérer. Ce sont des personnes qui ont des sentiments, qui ont des familles et donc on doit toujours à un certain moment essayer de jongler entre l'institution, les besoins de l'institution comme institution qui doit rester viable et vivante et le bien-être des personnes que vous êtes en train de gérer, que ce soit les agents, que ce soit les étudiants, que ce soit les parents des agents aussi, les parents, les familles des agents, mais aussi les familles des étudiants. Donc, à un certain moment, c'est très compliqué. Dans la situation qui est la nôtre, que ce soit pendant les moments du volcan, que ce soit pendant les crises humanitaires, de déplacements massifs, de guerre. Vous pouvez être chez vous à la maison, mais vous êtes tout le temps sollicité, vous êtes tout le temps appelé pour essayer de prendre des décisions. Doit-on laisser telle chose à l'institution? Comment on gère, par exemple, les visiteurs qui étaient présents dans la ville pendant cette période-là? Est-ce que les étudiants devraient arriver à l'institution alors que la ville est un peu en ébullition? Donc, à un moment, c'est assez chaud, mais c'est aussi assez humain parce que ce sont des personnes et on ne gère pas seulement avec nos connaissances, c'est aussi avec le cœur, je pense. Oh, d'accord, merci. Ah, ça a été très, très, très détaillé. Et comment vous avez fait pour garder cette vision claire? Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et comment vous disiez que malgré ceci, malgré cela, il faut toujours garder cette vision claire, il faut avancer selon cette ligne. Parce que c'est vrai, il y a tous ces contextes qui interviennent, mais il y a toujours l'institution à diriger. Comment est-ce qu'il y avait un truc qui vous motivait? Il y avait cette chose qui vous disiez, non, je dois toujours garder la tête haute. Qu'est-ce qui a été un peu votre boost, si je peux dire ça comme ça? La ligne, elle n'est pas droite, elle n'est pas oblique non plus, mais elle est assez courte. Je pense que on essaie de décider sur les faits, comme elles se présentent. Parfois, c'est brusque. Sur l'expérience aussi. Je suis fille de professeur. Mon père a fait plusieurs années en tant que vice-recteur des affaires académiques à l'Université catholique de Bukavu. Donc, j'ai quand même vu comment il gérait en cette période-là. Mais aussi les valeurs de Litige que j'ai la chance aussi d'être rappelée chaque fois par le promoteur, qui est pour moi aussi un guide à des moments où je n'arrive pas à me décider sur quelle ligne prendre. Je pense que je l'appelle souvent pour essayer de lui demander des conseils. Et je pense mon expérience passée, mais aussi l'expérience de mes aînés,
parce que je les sollicite aussi parfois, m'aide quand même à tenir le cap et savoir que ce que l'on veut pour l'ICIJ. En fait, quand j'ai commencé avec l'ICIJ, j'étais contente d'avoir une institution qui avait déjà la barre assez haute. C'était un challenge, mais aussi un boost. Ce qui fait que le niveau des étudiants, pour moi, c'est quelque chose de très capital. Et savoir que l'ICIJ envisionne le professionnalisme, pour moi, c'est très capital. Parce qu'à part être enseignante, je suis chercheur et je vais souvent sur terrain, malgré que je suis dans le bureau la plupart du temps. Et faire le terrain, en fait, ça vous donne une autre vision de la vie, une autre vision du social, une autre vision de votre carrière. Et je pense que le fait que l'ICIJ se focalise sur le professionnalisme donne un plus que les autres institutions n'ont pas. Ce n'est pas seulement penser je finis pour devenir doctorant, je finis pour devenir chercheur, mais à l'ICIJ, je finis et je peux directement aller sur le marché du travail. C'est ça la différence. Et regardant les départements que nous avons ici à l'ICIJ, ce sont des départements assez prisés, assez fonctionnels. Et pris ensemble, pris individuellement, c'est déjà des départements assez intéressants, mais pris ensemble, c'est encore plus intéressant, je pense. Et c'est pour cela que je sollicite toujours de faire des projets qui vont intégrer tous les départements pour que nous restons unis tout en travaillant individuellement sur ce que nous sommes en train de faire. Oh, d'accord. Je vois que la manière dont vous parlez, ça a vraiment été construit au fil de l'expérience. Mais est-ce que vous avez toujours eu en vous ce leadership, si je peux appeler ça comme ça? Dans quel sens? Des fois, quand on voit un enfant, on lui dit lui va bien gérer l'argent. Est-ce que c'était un peu la même chose pour vous, pour la direction? Ou bien vous avez toujours eu cette capacité à diriger, à commander les gens? Comment c'était? Là, je ne sais pas. Je pense que ce sont les gens qui devraient voir si j'ai cette capacité, parce que c'est que vous dites, quand vous voyez un enfant, vous vous dites. Moi, personnellement, je ne sais pas. Dans mon expérience, j'ai été coordonnateur, chef de Tigo, DRC, quand ils étaient à Bukavu. Donc, j'ai eu à gérer une équipe. C'était pas très grand, mais j'ai quand même géré. J'étais aussi la coordonnatrice du Centre de recherche en genre et développement de l'ISDER Bukavu. C'est aussi une équipe, pas très grande, mais c'est aussi assez une équipe. Je suis aussi secrétaire exécutif d'une organisation qu'on appelle Initiative pour le bien-être et la paix, qui est en construction avec quelques activités, mais c'est quand même aussi quelque chose. Au départ, au fait, je pense pas que j'étais faite pour diriger. Pas une institution comme l'ICIJ, je pense. Ça m'est tombé un peu dessus, je pense. J'avais eu l'appel du promoteur en me disant « Ah, c'est vous, Marie-Rose Bachouera, je vous cherche. » Ah bon? Moi? Pourquoi? Mais oui, je pense que le promoteur m'a fait confiance. Ce qui est sûr, c'est que je n'aime pas échouer quand je commence quelque chose. Et du fait que je n'aime pas échouer, je m'arrange pour le faire bien. Je sais que pour la plupart des fois, on dit non, ce n'est pas une ancienne de notre institution, elle ne va pas le faire bien. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement être ancienne d'une institution, mais d'abord se décider que quand je commence quelque chose, je dois le faire bien. Et je me dis que ma vie peut-être ne se termine pas à l'ICIJ, je peux faire autre chose après. Mais quand je finis quelque chose, j'aime qu'il se finisse bien et garder des bonnes relations avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, mais aussi être fière de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai laissé pour pouvoir avancer. Sinon, ça reste comme quelque chose dans la gorge. Ouais, ça passe et on n'est pas à l'aise. Mais si tu as quand même fini et c'est bien,
et c'est bien à ton niveau. Ce n'est jamais très bien pour tout le monde, mais si tu le finis assez bien, je pense que ça te donne quand même une paix intérieure qui te permet d'avancer. D'accord, merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la relation que vous avez avec les gens, les travailleurs? Parce que vous dites que vous aimez garder quand même ce bon climat. Est-ce que ça s'est toujours bien passé ou des fois, il y a eu, par exemple, des décisions que vous avez prises qui ont lésé certains, mais après, peut-être vous avez trouvé des moyens de remonter la pente et de faire à ce que, même si ça ne vous suffit pas, ou bien même si ça ne vaut pas 100%, au moins prenez ce 50%, ça peut être suffisant. Des cas pareils sont arrivés très souvent, et ça arrive très souvent, je pense, pour tout dirigeant. Nous sommes dans l'opérationnel au niveau de la direction et nous sommes au milieu des propriétaires, des fondateurs, le conseil d'administration et des agents. Donc, c'est deux forces différentes qui ont des besoins différents et qui ont des intérêts différents. Le conseil d'administration veut faire plus d'intérêts, il veut avoir plus de bénéfices sur l'activité dans laquelle ils sont produits, alors que les agents, eux, ils veulent aussi tirer la couverture de leur côté. Donc, c'est vraiment deux forces différentes et vous êtes au milieu. Lorsque vous prenez une décision, parfois, ce n'est pas toujours bien pris d'un côté ou d'un autre, mais il faut aussi montrer pourquoi vous la prenez. On a la chance avec notre promoteur quand même, il vous donne le temps de vous expliquer lorsque vous prenez une décision et d'argumenter. Il y a d'autres qui ne donnent pas cette opportunité-là, mais lui quand même, il est assez ouvert, ce qui nous a permis quand même d'avancer assez bien jusque-là. C'est vrai que ça arrive de prendre des décisions qui ne sont pas acceptées par tout le monde, mais tout changement n'est jamais accepté par tout le monde au départ. Mais c'est en fonction, je pense, des valeurs que l'on a, des valeurs personnelles, mais aussi des valeurs de l'institution. Et je pense que à un certain moment, les gens, bien que certains n'apprécient pas les décisions directement, mais après un temps, ils voient quand même le bien fondé de ce que vous avez pris comme décision. Alors, ce n'est pas aussi facile de diriger lorsqu'on est une femme et jeune et professeure. Surtout ça. Donc, je suis arrivée à l'ICIS. J'étais à peu près la plus gradée de point de vue académique de beaucoup de mes collègues. J'étais aussi la plus jeune de certains. Donc, nous sommes dans un milieu très patriarcal où une femme jeune diriger, ça passe assez difficilement. Mais je pense qu'avec le temps et avec la discipline qu'on se donne d'abord soi-même, les gens quand même arrivent à accepter ça. À accepter votre présence en fonction de ce que vous avez montré que vous valez. Aussi, vous l'avez peut-être déjà remarqué ou bien vous en avez entendu parler. Je suis très exigeante pour le travail et parfois c'est très difficile parce que je n'aime pas le travail à moitié fait. Je suis exigeante envers moi-même, donc j'attends assez que ceux qui travaillent avec moi mettent la même exigence dans leur travail. Et c'est pas facile. Lorsque nous sommes dans un environnement assez congolais, j'ai quand même fait ma thèse, donc j'ai étudié une grande partie en Europe. Donc, je viens avec ces principes assez européens qui parfois ne passent pas dans notre communauté. Mais je pense que quand même, mes collaborateurs se sont assez adaptés à ma façon de travailler. Ce n'est jamais facile de gérer les gens, ce n'est jamais facile de prendre des décisions, de changer des mentalités. Mais c'est un processus, c'est dans un changement continu. Ouais. En tout cas, je vous remercie. Je vais finir sur une dernière question. Vous avez beaucoup parlé de valeurs. Quelles sont les valeurs là que vous pouvez dire
que vous pouvez donner à ces jeunes femmes aussi, parce que vous êtes une femme qui dirige bien l'institution. Donc, quelles sont les valeurs là que vous pouvez donner à cette jeune femme qui veut aussi diriger, qui veut aussi s'imposer afin de ne pas non plus détruire sa carrière? Car il y a certains problèmes dans la société, c'est que à partir du moment où on te donne le pouvoir, tu te crois au-dessus de tout et tu gères très mal au point que toi-même prends des mauvaises décisions et petit à petit, tu deviens, comment dirais-je, un peu l'ombre de toi-même parce que personne ne veut plus t'approcher, personne ne veut plus être avec toi, personne ne veut plus, elle prend seulement ses décisions là-bas. De toute façon, ce qu'elle dit, c'est tout, c'est confie. Quels sont les conseils et les valeurs que vous pouvez donner? Je pense que ce soit pour un homme ou pour une femme, on doit d'abord être conscient de bien faire. Et bien faire, ça ne doit pas dépendre de nous-mêmes, mais aussi, comme je vous l'ai dit, ce sont des humains, des personnes avec lesquelles vous vivez. Et à partir du moment où consciemment vous êtes sûr que vous avez bien fait, je pense, ça vous permet de dormir un peu plus la nuit. Mais en tant que femme, je peux conseiller à d'autres femmes de ne pas se dire... J'étais en train de faire un cours au fait de genre et gestion et gouvernance des ressources naturelles dernièrement. Et une question m'avait été posée me disant que le problème aujourd'hui dans le leadership féminin, c'est qu'on n'a pas d'image. La plupart, surtout à une époque, on avait tendance à voir que celles qui arrivaient à certains niveaux avaient dû faire souffrir soit leur famille, ne pas prendre soin de leur famille ou être divorcées ou être impolies dans la société pour qu'elles soient vraiment à un niveau au-dessus. Alors, pour moi, je pense que c'est premièrement un problème d'éducation de base. Je pense que mon père avait quand même travaillé assez dur sur cela et il nous a élevés, non pas juste comme des filles, mais comme certains disent comme des garçons parce que nous prenons des décisions assez tranchées. Mais aussi, je pense, aussi l'éducation est très primordiale, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et lorsque nous nous engageons dans ce que nous sommes en train de faire, peu importe le département que nous choisissons, faisons-le bien et soyons spécialistes dans ce que nous faisons. Et c'est pour cela que j'aime le professionnalisme de l'ICI, je le répète encore, parce que ça va vous distinguer. Les gens vous chercheront parce que vous êtes différents, les gens vous chercheront parce que vous donnez un plus. Mais si vous faites la même chose que les autres, on ne va pas vous chercher. Lorsque j'ai fini ma thèse, mon père me disait toujours, lorsque j'étais en train de finir, il me disait « termine et on va te chercher ». Ce n'est pas toi qui iras derrière les universités, c'est les universités qui iront derrière toi. Parce que tu le fais bien, ce que tu fais, tu le fais bien, donc ils auront besoin de toi. Donc je pourrais conseiller ça à mes collègues. Et aussi, peu importe la façon dont tu as commencé quelque chose, de ne pas baisser les bras, changer les opportunités, les défis en opportunités, ça nous permet toujours de croître. C'est pas facile au début, mais je pense qu'on peut y arriver avec beaucoup de sacrifices peut-être. C'est vrai que concilier la vie familiale et la carrière, ce n'est jamais très facile. Mais je pense que ça dépend aussi de la société dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Ça dépend du partenaire avec lequel vous êtes et de la famille. Certains ont plus de chances que d'autres d'avoir ce soutien-là. Et
Et je pense que c'est quand même quelque chose à féliciter pour ces conjoints, ces familles qui encouragent les femmes à des postes de position. D'accord. Moi, ça a été un réel plaisir de vous accueillir ici et un réel plaisir pour moi de vous avoir parlé, d'avoir échangé avec vous. Merci à vous et merci à vous aussi de nous avoir écoutés. C'était l'espace podcast Café Culture de l'ESCIGE et je vous dis à très vite sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et peut-être d'activer la cloche des notifications. Merci à vous et à très vite.